donc à Troisier. Tout le monde la connaît, elle est intervenue, elle a fait des CD sur le fond de Jacques Bainville, elle est beaucoup intervenir et longtemps sur Radio Courtoisie, pendant de nombreuses années. Maintenant, elle tient donc une rubrique télévision très connue, Part de culture, sur Télé Liberté. Donc elle est intervenue l'année dernière, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, sur la culture au service du bien. Et là, je vais faire un petit peu le pendant. Elle nous a proposé d'aborder toujours le thème de la culture, mais cette fois-ci sur le gauchisme et la culture. Donc je ne sais pas ce que va pouvoir nous raconter, parce que la culture gauchiste, je la cherche toujours, mais je lui fais confiance, elle va nous passionner. Anne. Merci beaucoup. Je suis très désolée de tourner le dos à mes amis derrière. Ça me contrarie. Ça me contrarie. Bon. Je vous remercie de m'accueillir. Je remercie Philippe Lallemand et Secresta et tous les amis de Toulon. Et pour préparer cette émission, j'ai travaillé donc très vite, parce que ça s'est décidé très très vite. En réalité, il y avait l'oiseau à annoncer une conférence le 28 juillet, date à laquelle j'étais à Bratislava pour faire une conférence dans un cercle Renaissance catholique slovaque. Donc je fais une petite échappée avec mon amie Stéphanie Vignon et mon amie Marion Sigaud. Alors imaginez-vous que notre balade va être extrêmement sympathique. Et donc je n'étais pas là, donc il a fallu vite improviser et vite se mettre au travail. Donc j'ai fait mon travail, puis Philippe Lallemand m'a envoyé la belle conférence du révérend père de Blinière. Et je me suis dit, Anne, il faut que tu regardes cette conférence. Et j'ai été éblouie, j'ai beaucoup ri parce que c'était pétillant d'humour. Et j'ai été rassurée parce que nous avions eu la même expérience et nous en tirions quelques mêmes conclusions. À quelques détails près, parce que je suis probablement une femme et lui est un homme, et parce que lui est un grand théologien, moi je suis une modeste prof de lettres, mais je marche sur les pas du révérend père de Blinière, donc rassurez-vous. Le gauchisme culturel depuis mai 68, j'ai bien connu mai 68 puisque j'avais 17 ans en rentrant à Nanterre en 67 et 66 d'ailleurs. Je passe mon bac en 66 et je rentre à Nanterre et donc je prends de plein fouet leur mini-révolution, parce que ce n'est pas une vraie révolution, ça n'a rien à voir avec les événements tragiques de 89, ni ceux de Moscou. Il faut quand même raison garder. Il y a eu un mort à Flins, c'est sûr, mais ça n'est pas... comme tout ce que fait notre époque, c'est en lilliputien, comme notre président. J'ai pris de plein fouet cette révolution donc, entre guillemets, qui nous a beaucoup surpris, j'ai envie de dire mon père et moi. Nous avons fait une émission, Bruno Gollnisch et moi, à Radio Courtoisie, au micro de Michel de Rostolan. Et c'était délicieux parce que Bruno Gollnisch était aussi un Nanterre en droit. Il parlait de sa mère et moi je parlais de mon père. Et je me suis dit, déjà là, tous les deux, on est fort démodés, parce que je ne voyais pas un jeune aujourd'hui dire ce que pensait sa mère ou ce que pensait son père. Donc nous étions hors cadre, déjà, dépassés. Et je sortais d'une école très costaud qui m'a fait beaucoup travailler, sinon je n'aurais jamais rien fait parce que j'étais paresseuse. C'était Sainte-Marie de Danielou, les établissements Danielou. Et nous travaillions vraiment de façon très très rigoureuse. Et si nous n'avions pas la moyenne en semaine, eh bien nous revenions en retenue le samedi. C'était, pour vous dire, le régime. Mais grâce à ça, j'arrive à 17 ans à la fac avec un petit bagage bien solide. Et je découvre le néant
le néant parfait à Nanterre, et je découvre ces émeutes et ce qu'il faut bien appeler ce foutoir généralisé, et ces professeurs qui vont descendre de leur chaire et laisser la parole aux étudiants les plus hystériques de l'assistance. Et là, moi qui ai été élevée dans le culte du professeur, dans le respect du professeur, on ne contredisait jamais un professeur, j'avoue que je suis tombée de très très haut. En plus de ça, c'était évident que le marxisme régnait en maître. Or, j'avais un père qui, jeune médecin, avait participé au rapatriement des prisonniers russes sur la frontière germano-russe en 1945. Or, vous le savez peut-être, les prisonniers russes s'accrochaient à la terre allemande pour ne pas être renvoyés en Union soviétique, où ils savaient qu'ils seraient exécutés en descendant du train. Donc, mon grand-père n'était pas particulièrement de droite, mais mon père, qui était un humaniste, qui avait fait du grec et du latin, c'était une époque où, quand on lisait les journaux, on décodait ce qu'il y avait écrit dans les journaux, savait ce que c'était que le marxisme, savait ce que c'était que les soviétiques, avait compris que l'URSS était un régime épouvantable. Donc, voir le marxisme triompher à Nanterre, là où sa petite fille aînée faisait des études, ça lui a été extrêmement désagréable. Donc il sortait de sa consultation, il était médecin chez nous, il sortait de sa consultation et il m'envoyait militer, il m'envoyait affronter M. Cohn-Bendit. Et donc j'ai pas eu, comme j'étais une petite fille très obéissante, j'ai pas eu le choix, il a fallu que je m'engage contre ces gens qui, je dois le dire, fichaient en l'air mes études, et les fichaient en l'air gaillardement, puisque j'ai passé le CAPES, mais de façon très décontractée. C'était un tel foutoir que ça n'était pas tentant. Et puis le milieu était tellement décourageant que j'en suis restée à ma petite maîtrise de lettres. J'ai enseigné 5 ans et puis je suis partie dans l'édition et je n'ai pas persisté dans l'université comme je l'avais prévu. Donc le mai 68 a eu une grosse influence sur ma toute petite vie, comme elle en a eu donc sur le révérend père de Blinière. Alors venons-en au cœur du sujet, le gauchisme culturel depuis mai 68. Petite définition, vous le savez, la culture est sécrétée par un peuple et ses élites et par la religion qui l'anime. Ainsi, notre civilisation chrétienne a créé la civilisation médiévale, ses cathédrales, ses monastères, son architecture et même son système financier. Ce n'est pas les protestants, puisque le capitalisme est né, vous le savez sûrement, dans les monastères franciscains du nord de l'Italie. Je vous recommande un très joli petit livre qui s'appelle « La richesse franciscaine ». Le jeu de mots est fantastique. Et ce sont des Italiens qui démontrent que ce sont les franciscains qui ont inventé tout le système financier de cette première région économique florissante qu'est le nord de l'Italie, comme aujourd'hui. Notre civilisation chrétienne est aussi à l'origine des grandes conversions missionnaires aux Indes, en Chine, au Japon, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique, apportant à ces peuples les bienfaits de notre civilisation, quoi qu'en disent les détracteurs. Mais depuis 1789, un mouvement d'opposition radicale au christianisme s'active à détruire matériellement, physiquement et intellectuellement ce monde chrétien. Destruction d'églises, massacre de fidèles, remplacement systématique de la culture chrétienne par une culture athée. Éradication, les unes après les autres, des monarchies catholiques traditionnelles. Nous allons fêter grandiosement Clémenceau, dont les amis francs-maçons viennois ont tout de même tué Rodolphe de Habsbourg, à Mayerling. Ça, c'est un scoop, je vous le livre.
c'est la cerise sur le gâteau cette soirée, j'ai lu un très beau livre de l'abbé Cyril de Bris, qui est l'ancien postulateur de la cause de la béatification de Zita de Habsbourg. Et dans une petite note, l'abbé de Bris révèle ce qui se susurrait, ce que Jean Descartes, autre spécialiste de la famille Habsbourg, disait déjà, c'est que Rodolphe de Habsbourg a été happé par les francs-maçons et il a passé des degrés et il signait dans les journaux francs-maçons de Vienne. Et puis au bout d'un certain temps, au fur et à mesure qu'il grandissait dans les grades, ils se sont rappelés à lui en lui disant « Maintenant, il faut que tu te révoltes contre ton père ». Rodolphe de Habsbourg était un être bien né et bien éduqué. Il a dit « Pas question ». Et il savait à ce moment-là que son sort était réglé. Et il a ainsi été assassiné à Meyerling. Les scènes du crime sont flagrantes. Il y avait du sang partout. Quand on se suicide, il n'y a pas ce bousculement dans toute la pièce. Il y a pas, et les parents le savaient tellement que les parents ne sont pas venus sur la scène voir leur fils dans les lieux à Meyerling. Et comme vous le savez, un petit détail qui est mortifère pour Clémenceau, la fille du propriétaire du journal franc-maçon de Vienne a épousé qui, je vous le donne en mille, le frère de Clémenceau. C'est pour vous dire que ces gens-là chassent en meute. Et c'est à ces petits détails-là qu'on voit la vérité de l'histoire. Et puis, vous le savez, Clémenceau refuse la demande de paix séparée de l'empereur autrichien en 1917, anéantissant l'empire austro-hongrois et provoquant la mort de cet homme dont on va bientôt, qui est déjà béatifié, je crois. Fin de la parenthèse sur M. Clémenceau, contre lequel j'ai une petite dent. La culture a été prise en main par ces révolutionnaires et ils en font un élément de propagande de tous les instants. Et le mouvement a connu une accélération importante en 68, mais ce n'est que la continuité. Et notre culture a alors là vraiment radicalement changé. Nous allons faire une courte analyse comparée des deux modes d'approche culturelle. La première culture, notre culture chrétienne, s'appuie sur la transcendance, le rapport au ciel, c'est-à-dire au Créateur, la tradition et la transmission, l'effort individuel, l'instruction de tous. Ce n'est pas Jules Ferry qui a inventé l'école gratuite, ni même Charlemagne, ce sont les moines. Cette culture est l'expression de chacun. Les fêtes religieuses, les modes de vie unifient la vie sociale. On devient un artiste après des années de leçons chez un maître. Les règles artistiques sont strictes. L'architecture, la sculpture, la musique, la littérature, la poésie obéissent à des codes qui n'évoluent que lentement. Le pouvoir politique est mécène, mais n'impose rien, ni personne. Molière, Corneille et Racine reçoivent l'aide du roi, mais le roi n'a fabriqué aucun d'eux. La seconde approche culturelle, celle de la République, vit aujourd'hui et maintenant, renie son passé, selon le slogan marxiste, du passé faisons table rase. Elle est imposée par le haut, de manière autoritaire, par des fonctionnaires de la culture. Elle choisit ses turiféraires. Elle s'appuie sur le collectif avec des slogans comme « la culture pour tous ». Plus de règles artistiques. La musique devient atonale, les vers deviennent libres, l'architecture une provocation permanente et la sculpture un jeu d'acier ou de plastique, selon qu'on s'appelle Bernard Venet ou Jeff Koons. Plus aucun rapport avec le réel chez Picasso, l'art dit abstrait se répand, permettant tout et n'importe quoi. Plus aucun rapport avec l'âme de chaque peuple,
puisqu'on trouve les mêmes objets à New York, à Vienne ou à Shanghai. L'objet jadis sacré est devenu un objet financier. Il est un produit financier et il est l'objet de spéculations forcenées. Nos rites religieux eux-mêmes ont fait l'objet de transformations radicales. Après cette introduction, nous allons approfondir et voir comment cette culture révolutionnaire se transforme en propagande avec comme unique but changer l'homme. La culture ancienne, éternelle, celle qui fait écrire à Thierry Molnier « Nous sommes là de ce qui n'est pas éternel », exprima d'abord l'élan religieux d'un peuple vers son créateur, puis les joies et les tourments de son âme. L'ode à la joie de Beethoven et la poésie de Lamartine en sont de bons fleurons. Aujourd'hui, adieu aux exigences spirituelles. Dieu est mort, bien sûr, tout est donc permis, disait Dostoïevski. C'est une culture... Moi aussi. C'est une culture entièrement centrée sur le nombril, voire plus bas. Aujourd'hui, nous sommes dans le lourd et le trash. Les cantatrices, le soir du 14 juillet, sous la tour Eiffel, avaient toutes les seins au balcon ou des robes fendues comme au casino de Paris. Comme dirait le révérend père de Blinière, c'était des tenues techniques, c'est-à-dire les tenues de la rue de Tilsit. Depuis que je connais cette expression, maintenant, je suis ravie. C'est la première fois que les robes de cantatrices sont toujours somptueuses, mais elles ne sont pas toutes obligées de montrer leurs seins. Enfin, encore une fois, le Casino de Paris et l'Opéra de Paris sont deux choses différentes. Là, nous avions un beau mélange. Les slogans de 68 auront joué un grand rôle, puisque la première revendication d'un certain Cohn-Bendit fut que les étudiants puissent pénétrer dans les cités universitaires réservées aux filles. Quelle ambition, pénétrer dans les dortoirs des filles, quelle ambition. Il fallait jouir sans entrave de la vie. Et la pornographie généralisée de 7 à 77 ans en résulte. Et Solzhenitsyn nous avait prévenu, la pornographie est le plus puissant des miradors. La pornographie, en effet, affaiblit considérablement un peuple. Les enfants sont les premières victimes des prédateurs, sans foi ni loi, qui tiennent à abaisser l'âge du consentement. La célébration de l'avortement permet le développement de comportements criminels effroyablement nuisibles au mental des femmes. La négation du réel est gravissime. Il leur faut tuer la cellule de base de la société, la famille. La pornographie est donc l'arme absolue. Les cours d'initiation sexuelle se répandent. Il ne faut pas perdre de temps. Une culture respectable, elle, a ses héros et ses saints. De nos jours, on célèbre le raté, de préférence au héros, le faible, de préférence au fort, et la fille à la dérive. Les héros du cinéma actuel sont des anti-héros, des héros fatigués, drogués ou addicts à toutes sortes de choses, et où l'on crée des héros qui n'en sont pas, des héros qui servent la propagande du régime que l'on enterre en grande pompe au Panthéon. Prenons l'exemple d'un film récent intitulé « Volontaire ». Je parle sans doute devant des marins. On y voit une très jolie femme qui, après des études brillantes, intègre la marine à Lorient. D'abord chargée de la communication, là jusque-là tout va bien, il lui vient l'idée d'intégrer le prestigieux corps des bérets verts. Or, elle a le corps d'une crevette. Elle rate donc un certain nombre d'épreuves. Mais finalement, grâce à la sollicitude de sa direction, elle intègre les bérets verts. Cette héroïne, en réalité, nous chante l'air de la soumission volontaire, comme dit la Boétie. Elle se soumet au diktat féminin. Les femmes doivent pouvoir tout faire. Un instructeur dit d'ailleurs, dans l'armée, il n'y a ni homme ni femme, il n'y a que des soldats. Rien ne nous est épargné de la vie d'une soldate, et cela ne fait guère envie.
La cinéaste maquille cela derrière une histoire à l'eau de rose avec le beau commandant Lambert Wilson qui rencontre en cette jeune fille son démon de midi. Mais très peu de femmes pourront s'identifier à ce personnage alors qu'il était possible de s'identifier aux grandes aviatrices de la guerre, par exemple. Ayant écrit avec Stéphanie Mignon un livre intitulé « Cessez de nous libérer », je pense en effet que peu de choses sont interdites aux femmes. Elles l'ont d'ailleurs prouvé maintes fois au siècle dernier, durant la guerre de 14 et en URSS en 1939. Et bien sûr, toutes ces grandes mères abbesses de monastères du Moyen-Âge. Mais la société doit-elle fonctionner en temps de paix comme en temps de guerre? Non. Lisez le récit des femmes aviatrices russes pendant la dernière guerre. Aucune n'a pu avoir d'enfant. Dernier exemple récent, réception en grande pompe, c'est la semaine dernière, réception en grande pompe de femmes officiers sous-mariniers sur des sous-marins nucléaires. Mais, en 2017, le commandant du sous-marin Vigilant et son second ont été relevés de leurs fonctions pour comportements inappropriés, j'adore cette phrase, pour comportements inappropriés avec 2 officiers femmes. Quand on ne veut pas de feu, on ne rapproche pas l'allumette de l'étau. Simple principe de réalité. Quant au principe d'égalité, il n'y a pas de simples marins femmes dans les sous-marins, car ils ont des cabines beaucoup trop petites et beaucoup trop étroites, interdisant toute intimité. Donc, en réalité, il n'y a pas d'égalité du tout. Le monde littéraire subit la même métamorphose. Les personnages de littérature sont des êtres hors sol, comme les tomates du sud de l'Espagne ou les fraises belges. La littérature incarnée sur un sol donné est mal considérée, on l'appelle régionaliste. Alors que toute vraie littérature est enracinée dans un sol. Giono en Provence, Makin en Sibérie, Virgile Georgiou en Roumanie, Milan Kundera. Ces écrivains ont touché l'universel par leur particularité. La critique littéraire, vous le savez bien, ne s'occupe que des écrivains étrangers, ignorant tout ce qui s'écrit en France, à quelques exceptions près, comme Sylvain Tesson, qui écrit de jolis livres en évoquant les paysages de France ou le voyage d'Ulysse. Mais dans toutes les chroniques de magazines, vous verrez, vous avez 4 livres étrangers, principalement américains, pour un livre français. Autre signe identitaire effacé, l'appartenance à un genre donné. Au bon temps, vous le savez, les héros étaient soit des hommes, soit des femmes, chacun avec ses tendances hétéro ou homosexuelles. Nous sommes maintenant en phase d'êtres qui refusent la différence homme-femme. Marlène Schiappa, notre ministre de la Condition féminine, le conseille. L'enjeu, dit-elle, est de permettre à chacun et chacune de sortir d'une forme d'assignation identitaire. J'ai envie d'ajouter, même si on ne veut pas. Merci, je ne veux pas être un homme. On ne naît pas femme, on le devient, nous a asséné Simone de Beauvoir, qui ne l'est jamais devenue, puisqu'elle passa sa vie conjugale à fournir des jeunes filles à son Jean-Paul, victime choisie parmi ses jeunes élèves. La famille de l'une d'elles m'a transmis un témoignage effarant à la suite d'une de mes émissions sur Radio Courtoisie. Un réalisateur, Benoît Podalides, que j'aime beaucoup, que j'admire, met en scène Lucrèce Borgia de Victor Hugo. À qui donne-t-il le rôle de Lucrèce Borgia? Lucrèce Borgia, c'est la plus belle femme de la Renaissance italienne. Eh bien, il donne le rôle à un homme spécialiste de ces travestissements qui s'appelle Guillaume Mérienne. Entre parenthèses, cette pièce de Victor Hugo, du grand écrivain républicain anticlérical à souhait, est elle-même un mensonge parfait, puisque Lucrèce ne fut que la victime de 3 malfrats, son père, le pape Alexandre VI, et le fils aîné César, et le deuxième frère.
Ils utilisaient en fait leurs filles et sœurs comme variable d'ajustement pour parvenir à leur fin politique. Remariée au duc d'Este, elle lui donna 6 enfants et mourut d'une fièvre puerpérale devenue tertiaire de l'ordre franciscain. Donc, c'était pas vraiment la putain de la papauté comme on la présente et comme M. Hugo la présente. Mais en fait, ils avaient besoin de ce personnage, de présenter ce personnage ainsi. Ce scandale Borgia a été utilisé par Savonarola, puis par les protestants, bien évidemment, antipapistes, et puis l'histoire républicaine et ses turiféraires forcenés, bien sûr. Histoire fabriquée dans un seul but, salir, puis bouter l'Église hors du monde. Mais revenons à nos problèmes d'identité de genre. On a pu voir un journaliste sur un plateau télé se plaindre qu'il n'y avait que des hommes sur le plateau. Et l'un d'eux a répliqué vertement: je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. C'était pour Nous surfons en plein désir, en plein délire psychiatrique. Nous nous éloignons du réel, ouvrant le champ de tous les possibles. Autre désordre, les sujets romanesques ou cinématographiques sont systématiquement choisis pour discréditer notre passé et notre peuple. Nous sommes tous des salauds depuis les croisades, depuis le débarquement de Cortés au Mexique, jusqu'aux collaborateurs de la Seconde Guerre mondiale, en passant bien évidemment par nos amis pieds noirs, les colons. Fini la résistance de Roland à Roncevaux, celle des chouans de Jean de la Varande. On invente une bassesse et ou alors on ne choisit que les personnages bas. C'est pas très glorieux. Un peuple comme les enfants a besoin de s'identifier à des héros. Les causes de ce renoncement généralisé à notre identité, faite de célébration de la beauté, d'héroïsme et de maîtrise de soi-même, sont bien sûr diverses. J'en ai distingué 4. Le mensonge, le remplacement des élites et leur renoncement, la destruction de toute autorité et la déchristianisation voulue et réussie de l'Europe. Le mensonge est devenu la règle générale, mensonge tout azimut, le mensonge historique, par exemple, flagrant depuis 1945. Le bien devient le mal devient le bien, le lait devient le pot, l'honnête homme devient une crapule et la crapule un héros. Depuis 1989, bien sûr, mais avec une certaine accélération à la fin de la dernière guerre, les mêmes causes idéologiques provoquant les mêmes effets. Les mensonges politiques, vous les connaissez tous. L'URSS n'a délivré personne, n'a libéré personne. Le Viet Minh non plus. Or, nous vivons sous le matraquage quotidien de la libération par les Rouges. Le mensonge politique se répand, fragilise tous les gouvernements, y compris l'Église, et notre identité en est meurtrie. Quant à De Gaulle, il établit sa nouvelle grille des valeurs, emprisonne ou condamne à l'indignité nationale tous ses opposants, tous les cadres de l'ancienne France qui avaient fait fonctionner le pays pendant l'occupation. Hommes politiques, maires, châtelains, médecins, pharmaciens, notaires, professeurs, généraux et amiraux. Des cohortes d'hommes et de femmes civilisés, humanistes, qui ne s'en laissaient pas compter, disparaissent à l'époque des écrans et ils sont condamnés au silence. Les postes seront pris par d'autres qui n'auront peut-être pas tous le même degré d'exigence et le même niveau d'éducation spirituelle et humaine. Ils seront, de préférence, pas catholiques. Impuissant et prisonnier des communistes, De Gaulle confie la culture au Parti communiste, puisque l'URSS est notre allié. Malraux, celui des brigades internationales, crée les maisons de leur culture où défilent tous les partisans de la Révolution. À qui sont confiés les postes universitaires? À des professeurs très respectueux
du grand bond en avant vers le progrès rouge. Et ces professeurs vont se coopter entre eux jusqu'à 68. Un petit exemple personnel, je fus élu après la loi Faure représentant des étudiants à Nanterre. Je devais donc me rendre par le train à la station SNCF qui s'appelait, ça ne s'invente pas, Nanterre, la folie, complexe universitaire. Et M. René Raymond, à qui vraiment je garde aussi une grande dent, présidait notre assemblée et il nous fallait écouter des heures entières et prendre au sérieux les propos de bons étudiants cocos. C'était surréaliste. Les programmes s'en suivaient, les écrivains à étudier étaient tous choisis en fonction de leur idéologie et il fallait émigrer à la Sorbonne pour faire des maîtrises sur Céline ou Brasiliac. Il faut dire que j'étais déjà un petit peu provocatrice. Pourquoi, en mai 68, presque tous les maîtres universitaires ont laissé leur chair à des convendites ou à leurs assistants moins titrés qu'eux? Parce qu'ils avaient été choisis justement pour leur accord avec les mensonges du temps, leur républicanisme et leur anticléricalisme. D'autres esprits libres demeuraient bien sûr, mais discrets, apeurés. Enfants et petits-enfants des épurés d'hier, ils ne voulaient pas se risquer à revivre les drames de la dernière guerre. Et on les comprend fort bien. Puis sont venues les lois restreignant la liberté de penser, loi Pleven, Guesso-Taubira, dictant les autoroutes de la pensée et les grosses amendes en cas de sortie de route. Après le mensonge, le grand remplacement, nous assistons à la destruction de toute autorité familiale, pédagogique, politique et cléricale. Le principe d'autorité structure une société, la fait fonctionner dans l'harmonie. La supprimer entraîne des conséquences effroyables. Les enfants se retournent contre leurs parents, les élèves se dressent contre leurs maîtres, les cités contre la police. Aucun gouvernement réel ne peut vivre tant les contre-pouvoirs ou pouvoirs occultes sont grands. Platon a déjà raconté tout cela, il a déjà décrit la barbarie qui en découlait il y a fort longtemps, mais nous y sommes. Quant à l'Église, la collégialité l'a tuée. Les conférences épiscopales a eu de graves conséquences. Jean Malirand nous l'a bien expliqué. Aucun évêque ne peut plus décider seul en son royaume. Quant au pape actuel, il refuse jusqu'au principe de l'autorité de la tradition sur la modernité. Cet affaiblissement de l'Église catholique parachève ainsi la destruction de notre identité. Destruction due à la propre faiblesse des catholiques et à la force des ennemis du catholicisme. La faiblesse des catholiques, c'est l'accord avec l'ère du temps, l'esprit de ralliement, dirait Roberto Di Mattei. C'est l'incapacité des chrétiens à vivre en chrétiens. C'est le vote stupide pour des gens qui nous haïssent. C'est la faiblesse des prêtres conciliaires et post-conciliaires qui nous vendent la démocratie au lieu de nous montrer la route vers le ciel. Heureusement, la jeune relève arrive aux autels, magnifique et infiniment plus respectueuse de l'Évangile. Les ennemis de l'Église, eux, s'acharnent depuis 89, le 19e siècle et le 20e siècle, à expulser les congrégations, interdit les enseignants religieux, voler le patrimoine religieux, une fois de plus, avec la loi de séparation de l'Église et de l'État. Une grande partie de nos trésors d'art sacré ont été achetés et vendus et achetés. Pour cela, et pour que cela ne se voit pas trop, ont été copiés avant la vente. Les régimes marxistes n'ont pas fait plus que la République dans la spoliation et l'expropriation de l'Église. Par ailleurs, actuellement, une profanation d'église a lieu toutes les 48 heures. 878 atteintes aux sépultures chrétiennes recensées en 2018.
Tout cela ne gêne ni le gouvernement ni les médias, qui en font des tonnes pour des atteintes au sacré d'autres religions. Et n'oublions pas les destructions d'églises favorisées par les mairies franc-maçonnes. Quant à l'enseignement catholique actuel, le vrai, hors contrat, comme le faux, sous contrat, ces écoles font l'objet d'une surveillance républicaine forcenée, totalement opposée au message catholique. Il y a quand même un petit côté assez rigolo de vouloir faire chanter la Marseillaise, chant républicain, chant révolutionnaire, dans une école dirigée par des prêtres qui ont été éliminés par la Révolution. Il faudrait quand même que les catholiques se secouent un peu et réalisent l'énormité de ce qu'on leur demande de faire. Les prêtres remarquables qui ont créé des écoles et des patronages, pour ne pas déplaire aux contrôleurs et aux dispensateurs des subventions, doivent retirer leur soutane. Que je sache, on laisse les imams circuler en paix et on leur loue pour des francs symboliques des terrains pour leur mosquée. La fin du catholicisme est programmée. Les élites religieuses au plus haut niveau s'y emploient. Or, pour parodier le beau titre de Georges Bordenov, ces rois qui ont fait la France, c'étaient des rois catholiques. Ce sont les catholiques qui ont fait la France. En liquidant les catholiques, on liquide la France. Voilà mon constat un peu rude, j'en ai peur, mais bien réel. Je voudrais terminer par cette conversation entre Bonaparte et un père abbé bénédictin du Mont-Cassin. Le jeune Bonaparte, en réalité, se comporte comme un bon révolutionnaire hein, quand il sort de la France et qu'il déboule en Italie. Il va expulser toutes les congrégations, voler des terrains, voler des monastères, rien ne l'arrête. Il arrive au Mont-Cassin et devant le père abbé, il fanfaronne. Je peux anéantir toute l'église si je veux. Et le père abbé lui répondit. Tout ça est authentique, hein, c'est encore l'abbé Cyril de Brie, qui est un homme extrêmement riche en archives. Le père abbé répond donc. Bien des hommes ont essayé déjà, nos papes, nos évêques et nos prêtres, les catholiques eux-mêmes, mais rien n'y fait. L'Église demeure éternelle, vous n'y pouvez rien. Cette réflexion pleine de sagesse m'a rendu une certaine sérénité et la tranquille assurance nécessaire à la poursuite de notre combat. La récente révolte des peuples de l'Est, si longtemps opprimée par les marxistes, et celle de l'Italie, championne du monde de l'identité chrétienne, montre que la menace migratoire est le levier de leur réaction. Ils veulent rester eux-mêmes, c'est dans l'ordre des choses. Aucune vilainie dans ce comportement. C'est une réaction saine. Les autres Européens vont bientôt peupler les hôpitaux psychiatriques. Ils ne font d'ailleurs plus d'enfants, signe de leur malaise. Notre civilisation est blessée au cœur, écrivait Jean Madiran. Mais tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, répond Nietzsche. À ce titre, nous allons devenir très forts, et c'est ce qui fait peur à tous les ennemis de notre peuple.